On se retrouve aujourd'hui pour continuer la correction du travail que je vous aviez demandé, qui vous permettait en fait de découvrir le territoire où vivaient les hommes au Moyen Âge, hein. Vous aviez eu deux textes, vous vous souvenez, des textes assez compliqués à lire, qui vous permettaient en fait de découvrir le lieu de vie des hommes au Moyen Âge, en essayant de prélever dans ces deux textes les différents termes qui renvoyaient à des territoires ou à des bâtiments ou à des lieux qui permettaient d'identifier ce fameux territoire que je recherche. Donc on avait commencé par le plus petit des textes, le document 11, et on était parvenu à trouver donc plusieurs choses. On avait parlé que dans ce territoire où vivaient les hommes au Moyen Âge, il y avait le château, la maison forte ou la motte castrale, selon les époques. Il y avait les champs, qu'on peut différencier entre réserve et tenue, je ne reviens pas sur les explications. Il y avait les bois et les forêts, les villages aussi, ou même des petites villes qui permettaient en fait de rassembler les habitants de ce territoire. Avant de continuer la correction, j'aimerais juste revenir sur une chose que je vous ai dite la fois dernière, quand je vous ai parlé ici des corvées. En fait, je vous aviez expliqué que les corvées, c'est le travail gratuit que doit effectuer chaque paysan une fois par an pour son seigneur. Attention, je précise bien une chose, cette corvée, elle concernait tous les paysans, pas que ceux qui étaient pas libres en fait, pas ceux qui avaient une tenue et qui ne pouvaient pas eux-mêmes exploiter leur champ. Même ceux qui exploitaient un champ pour eux-mêmes, qui récoltaient les différentes productions du champ pour leur consommation personnelle, étaient aussi obligés de pratiquer cette corvée. Je précise bien les choses. La corvée, en fait, était réservée à tous les paysans. C'était vraiment le travail gratuit et obligatoire qu'ils devaient faire, et qu'ils devaient faire pour leur seigneur, en échange de la protection du seigneur. Je vous rappelle, il ouvrait les portes du château pour pouvoir accueillir les paysans et les commerçants de son territoire en cas de guerre. Donc ce que je vous propose pour continuer la correction de ce travail, c'est tout d'abord de prendre la lecture de ce document. Donc on y va, document 10, un contrat de vassalité du XIVe siècle. Je, donc je, voilà, au Moyen-Âge, quand vous commencez un texte par je, ça veut dire moi, pour insister sur, c'est moi qui parle, c'est moi qui déclare quelque chose. Je, Guichard de Battigny, écuyer, fais savoir à tous que je suis homme de haut et puissant seigneur Ferry de Lorraine, seigneur de Rumigny, de Beauve et comte de Vaudémont, mon redouté seigneur et tient de lui en fief et en hommage, à cause de sa comté de Vaudémont, tout ce que j'ai pu et dois avoir dans les villes, bancs et finages de Battigny, de Guélocourt, de Vendeux-les-Villes et de Toré, par, à savoir, en pré, en frais, en arbre, en chenevière, en sens et en rente, tant chapon géline comme autre rente. Bon, vous voyez déjà que cette première phrase, vous allez me dire, on n'y comprend rien, vous avez tout à fait raison. En fait, cette première phrase, elle vous explique qu'un homme qui s'appelle Guichard de Battigny reconnaît avoir reçu, tient de lui en fief et en hommage, on reviendra sur le thème de fief un peu plus tard, mais a reçu de la part de son seigneur toute une série de territoires, de villes, on pourrait dire, ou de villages, Battigny, Guélocourt, Vendeux-les-Villes, Toré. Il a reçu ça de la part de son seigneur, c'est-à-dire son seigneur lui a donné des territoires pour une raison qu'on évoquera plus tard dans la leçon. Je continue. De même, je tiens encore de mon dit seigneur les fours banaux des 10 villes de Battigny et de Gélocourt, qu'elles ont en leur bois. De même, je tiens encore de mon dit seigneur tout ce que j'ai en vitré, en govilé, dans les bancs et finages. Bancs et finages, en fait, ce sont deux termes qui désignent des territoires, mais des territoires sur lesquels on ne va pas exercer la même influence. Quand on parle du ban, ça veut dire qu'on va exercer sur un territoire le droit d'armée. On va pouvoir prélever des soldats dans ce territoire. Et le finage, c'est plutôt tout ce qui va par les aspects économiques de ce territoire. Et connais et confesse que moi et mes oirs, moi et mes héritiers, on doit faire tel service, garde et obéissance comme faisaient ou devaient faire mes prédécesseurs à mon dit seigneur de Vaudémont. Et fait protestation que si je laissais omettre aucune chose en ce présent dénommement, ce serait par négligence et il voudrait amender
et ceux, j'en dénonce à mon avis, sont nul mal ingénus. Donc là, il précise que voilà, s'il a oublié quelque chose dans la liste de tout ce qu'il a reçu, c'est plus par négligence et qu'il pourrait, voilà, c'est pas du tout de manière perfide ou volontaire qu'il aurait oublié quelque chose et pour justement ne pas déclarer ses biens. Il essaie de déclarer tout ce qu'il a eu. S'il a oublié quelque chose, voilà, ils sont des doigts, il précise qu'il ne l'a pas fait exprès. Et témoin de vérité, j'ai scellé ce présent énormément de mon sceau pendant ce qui fut fait et donné l'an 1390, le premier jour du mois de mars. Et je, Guichard, dessus dit, dois 6 semaines de garde, s'il y est en plus ou moins, je me reporte au cartulaire. Pardon. Donc là, vous avez ici un texte qui fait rédigé par Guichard de Battigny, signé par son sceau par Guichard de Battigny, où il fait la liste de ce qu'il a obtenu de son seigneur. Et donc en faisant cette liste, on a des termes qui apparaissent, des termes qu'on a déjà vus dans le précédent document. Par exemple, on retrouve le terme de ville, on en a parlé avec les villes et les villages. Dans le territoire où vivent les seigneurs, les paysans et les religieux, le terme de ville peut apparaître et donc fait référence à un type de territoire à l'intérieur de ce territoire. La notion d'arbre va faire référence aux forêts et aux bois dont on a déjà parlé. Un peu plus loin dans le texte, on retrouve encore quelque chose qu'on avait déjà vu. Non, je ne me souviens plus. Non, c'est tout. Voilà ce que je voulais voilà les deux termes qu'on avait déjà vus. Et par contre, il y a des termes nouveaux qu'on n'avait pas encore évoqués. Par exemple, il y a le terme de pré, lieu extrêmement important dans les territoires dans lesquels vivaient ceux qui dirigent, les seigneurs, les chevaliers, ceux qui travaillent, commerçants, artisans, paysans, et ceux qui prient, les religieux ou les clercs. Le pré est un lieu extrêmement important et qui est présent dans ces différents territoires. On va pouvoir le noter dans votre tableau. Donc les prés, alors rapidement, les prés, voilà, c'est pas quelque chose de trop compliqué à expliquer, vous savez tout à fait ce que c'est. Vous pourrez donc définir ça comme étant un territoire qui sert à faire paître les animaux. Donc la fonction en fait de ce territoire, ça va être une fonction surtout alimentaire, puisque ces animaux vont servir à fabriquer différents aliments. On va avoir des vaches qui vont permettre de fabriquer de produire du lait pour pouvoir être consommé et faire du fromage, ou alors aussi pour la viande, bien entendu. Et donc les prés vont être les territoires principalement de ceux qui travaillent, et en priorité, bien entendu, les paysans, plus que les commerçants et les artisans qui, eux, n'auront pas l'intérêt d'avoir des prés. Encore une fois, ces prés, c'est comme pour les tenures, les prés n'appartiennent pas aux paysans, ce sont des prés, des territoires qui sont loués aux paysans par le seigneur. De manière générale, de toute façon, les champs, les terres appartiennent aux seigneurs. Il y a très peu de terres qui appartiennent aux paysans, ça existe, c'est un nom particulier, mais il n'est pas question, voilà, je ne veux pas vous le donner là pour pas encombrer le vocabulaire déjà suffisamment, mais voilà, il y a quelques paysans qui peut-être eux-mêmes qui sont propriétaires de leur terre, et c'est quand même assez rare. Donc si on reprend le document après ces prés, on a un autre terme extrêmement important aussi, un autre lieu extrêmement important dans ce fameux territoire où vivent ces trois groupes de personnes au Moyen-Âge, ce sont ce qu'on appelle les fours banaux. Donc les fours banaux, le four banal, donc vous avez le terme de four, donc vous savez tous ce qu'est un four, c'est-à-dire cet appareil électroménager de nos jours qui permet de faire cuire des aliments. Eh bien le four est quelque chose d'extrêmement ancien et qui existait durant l'Antiquité, bien entendu, qui n'était pas de petite taille comme on peut le connaître nous aujourd'hui. C'était des grandes structures qui permettaient donc de faire cuire les différents aliments, et principalement l'aliment qu'on devait forcément cuire dans le four et qui était très important pour toute personne au Moyen-Âge, c'est le pain qu'on faisait cuire dans les fours. Et alors pourquoi on appelle ça un four banal au Moyen-Âge? Parce que ces fours en fait ne sont pas gratuits. Il y a le four, en fait, c'est un four collectif qui va être partagé par tous les habitants du village et qui, encore une fois, va appartenir au seigneur. Et pourquoi on l'appelle four banal? Parce que ce four, pour l'utiliser, le paysan ou l'habitant de la ville va devoir payer une somme d'argent qu'on appelle une banalité.
Et donc au Moyen-Âge, il existait comme ça des lieux qui étaient en fait collectifs mais non gratuits, qui appartenaient aux seigneurs et que les paysans devaient payer pour utiliser. C'est le cas des fours, pour pouvoir faire cuire le pain. C'est le cas, autre bâtiment extrêmement important, du moulin. Moulin qui va permettre en fait de transformer la céréale en farine pour pouvoir ensuite en faire ce pain. Pour pouvoir utiliser le moulin, eh ben, il faut le payer, on appelle ça un moulin banal. Ça va aussi être valable pour d'autres types d'appareils en fait, ou de machines plutôt. Je pense au pressoir. Hein, ce sont des grandes machines qui vont permettre d'écraser le raisin pour en retirer du jus et donc pour pouvoir produire du vin, hein, ou des pressoirs à olives qui vont permettre aussi de produire de l'huile d'olive. Et donc tous ces bâtiments, toutes ces machines, on pourrait dire, hein, que le four, le moulin et le pressoir, ce sont des machines collectives, utilisables par tous, mais payantes, l'argent revenant au seigneur. Donc on va pouvoir noter ça à nouveau dans votre tableau. Donc vous allez pouvoir noter dans une même case les fours, ou le four, le moulin et le pressoir. Donc on peut expliquer que ce sont donc des machines, hein, et des bâtiments. Parfois il y a un bâtiment avec plusieurs fours, hein, et des bâtiments qui permettent de transformer les produits agricoles afin qu'ils soient consommés. J'ai oublié de vous dire, hein, de souligner dans les prés, bon, pas grand chose à souligner finalement, territoire qui sert à faire paître les animaux, ça me semble assez simple à retenir. Donc là par contre, ce sont des bâtiments, des territoires, des machines qui permettent de transformer les produits agricoles. Soulignez-le moi en rouge s'il vous plaît. Et donc, on peut préciser que on les appelle des fours, des moulins, un four plutôt on les appelle, le four, le moulin et le pressoir banal, car leur utilisation est soumise à une taxe payée par l'utilisateur au seigneur, et cette taxe se nomme une banalité. Donc vous pouvez me souligner, hein, on les appelle four, moulin et pressoir banal, car leur utilisation est soumise à une taxe payée. Vous pouvez souligner la suite, hein, utilisation soumise à une taxe payée par l'utilisateur au seigneur, et cette taxe se nomme la banalité, une banalité. L'utilisation ici, donc la fonction principale de ces bâtiments, ça va être une fonction forcément alimentaire, mais aussi une fonction économique, hein, puisqu'il ne faut pas négliger le fait que ces bâtiments vont permettre au seigneur d'avoir une rentrée d'argent, puisqu'il y a cette taxe à payer. Et donc qui va s'en servir? Eh bien là, c'est finalement tout le monde. Donc à la fois ceux qui travaillent vont utiliser le four, le moulin, le pressoir, et bien entendu aussi le seigneur, hein, le seigneur qui va lui aussi utiliser ce four, ce moulin, ce pressoir. Alors parfois il peut être à l'intérieur du château, hein, pour lui, et s'il n'en a pas à l'intérieur de son château, il peut utiliser ces bâtiments collectifs pour pouvoir justement produire son alimentation. Alors, c'est tout ce qu'il y avait comme... alors c'est tout, ça fait déjà quand même pas mal, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lieux ou territoires différents qu'on pouvait relever. Il y en a 2 autres qui ne sont pas présents dans les textes, mais qui sont quand même importants à connaître dans ce fameux grand territoire qu'on essaie de découvrir. Il va y avoir tout ce qui va permettre de relier ces différentes parties. Vous doutez bien que le château, les champs, les bois, les prés, le four, le moulin, le pressoir et les villages sont tous reliés entre eux, parce qu'on va appeler des routes, des chemins et si besoin des ponts.
Et donc, toutes ces constructions, hein, ce sont en fait ce qu'on appelle, ce sont des infrastructures qui permettent de se déplacer à l'intérieur d'un territoire. Voilà, donc là, bon, alors ça n'a pas vraiment d'utilité, alors ça peut être de l'utilité commerciale, hein, certes, mais aussi de déplacement, donc là, je vous propose de rien mettre. Et là, pareil, hein, on peut noter que à la fois ça va être utilisé par ceux qui travaillent, ceux qui dirigent, donc seigneurs, paysans, et aussi, on n'en avait pas encore parlé, mais ceux qui prient, c'est-à-dire les religieux. C'est utilisé par tout le monde, ces infrastructures de transport. Alors, vous sentez peut-être que justement, ça tombe bien qu'on parle ici de ceux qui prient, on n'en a pas encore du tout parlé, c'est la première fois qu'on en parle, et pour l'instant, ils sont présents nulle part. Eh bien, en fait, il y a un lieu qui n'est pas du tout évoqué dans les documents que je vous ai donnés, donc que vous ne pouviez pas trouver, mais que je vous apprends ici, que je vous donne ici. Un lieu qui va être présent partout, pas partout, à certains endroits sur le territoire, il peut y en avoir même plusieurs, ça va être des établissements religieux. Alors qu'est-ce que j'entends par établissement religieux? Ça peut être des églises, mais aussi, de manière beaucoup plus vaste, des églises ou des monastères. Donc rapidement, hein, la petite différence entre une église et un monastère, la différence entre une église et un monastère, ben, l'église c'est un bâtiment, hein, que vous connaissez encore, qu'on voit encore de nos jours, hein, avec ce haut clocher, voilà, ces églises. Un monastère c'est autre chose, hein, c'est plutôt un ensemble de bâtiments entouré très souvent d'une enceinte, d'un mur, et à l'intérieur d'un monastère va vivre plusieurs religieux qu'on appelle des moines. Et en fait, le monastère, ça doit être un bâtiment, une structure entièrement autonome. Les moines ne vont jamais sortir, ou très rarement, du monastère, et vont vivre à l'intérieur, et vont subvenir à tous leurs besoins à l'intérieur du monastère. À la différence d'une église, où une église, vous avez souvent parfois un peu plus, mais au moins une personne qui pratique la religion, un clerc dans l'église, et lui peut sortir de l'église, peut aller au contact de la population, à la différence des moines qui vivent dans le monastère. Donc vous allez avoir des établissements religieux, donc église et monastère, donc on peut préciser que ce sont des bâtiments où vivent des clercs, c'est-à-dire des religieux, qui permettent d'exercer les pratiques religieuses du christianisme. Donc effectivement, au Moyen-Âge, au Moyen-Âge, hein, il faut bien vous dire que l'intégralité de la population elle est chrétienne en Europe. Et donc, pour pratiquer leur religion, il y a des lieux réservés à ça, ce sont ces fameuses églises. Donc là, la fonction principale des églises, ça va être une fonction, bien entendu, religieuse, extrêmement importante. Et ces églises, bien entendu, vont servir en priorité, entre autres, pour ceux qui prient, puisque c'est eux qui vont les diriger, hein, qui vont les administrer, mais ils vont servir aussi à tous, hein, à ceux qui travaillent et à ceux qui dirigent, puisque en effet, l'église est un lieu où peuvent se rassembler tous les types de personnes. Donc finalement, ce territoire dans lequel vivent ceux qui dirigent, les seigneurs, les chevaliers, ceux qui combattent, ceux qui travaillent, paysans, artisans, commerçants, et ceux qui prient, les clercs ou les religieux, finalement, dans ce territoire, on retrouve un château, réservé maison du seigneur, des champs qu'on divise en réserves en tenures, des bois, des forêts, des villages, des petites villes, des prés, on trouve aussi des bâtiments collectifs, payants, le four, le moulin, le pressoir. On va trouver des routes pour pouvoir relier tout ça, et puis il y a aussi dispatchés dans ce territoire un ou plusieurs établissements religieux. Donc ce territoire, en fait, j'espère que vous arrivez à l'imaginer, c'est pas quelque chose de petit, où vont pouvoir vivre ces trois groupes au Moyen-Âge. Ce territoire peut être vraiment très très vaste, peut-être très très grand, et peut-être aussi n'est pas forcément d'un seul tenant. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément
dans un seul morceau, il peut être divisé en plusieurs morceaux séparés les uns des autres. Ce n'est pas quelque chose de régulier, ce grand nombre de cet immense territoire. Donc il faut que vous imaginiez au Moyen-Âge qu'un pays va être découpé en plusieurs territoires, et dans chacun des territoires, il y aura cette structure-là. Le château, le ou les villages, parce que dépendant du château et du seigneur qui y vit, il peut y avoir plusieurs villages, des champs, des bâtiments collectifs, des bois, des forêts, des routes et des établissements religieux. Eh bien, cet immense territoire dont il est question, c'est ce qu'on appelle au Moyen-Âge une seigneurie. Pour essayer de vous donner une meilleure image de ce que peut être la seigneurie, voici un schéma qui peut peut-être mieux vous le faire comprendre. Vous voyez, dans cette seigneurie, on va retrouver tout ce qu'on avait dit. On va retrouver le château, les églises éventuellement, les forêts, les champs, les villages. Bon, ici, il y a une notion de péage en plus, mais voilà, ça ne m'intéresse pas ici, on laisse tomber. Vous allez avoir les bâtiments collectifs, fours et pressoirs, les moulins. Et donc, vous voyez, vous avez ici un exemple de seigneurie fictive dessiné. Le château, duquel le château avec ces deux villages qui vont dépendre de ce château et de ce seigneur. On va retrouver le ou les moulins, le four ou le pressoir qui sont ces bâtiments collectifs. Là, alors éventuellement, on peut avoir un cours d'eau, donc on a un pont, la route qui va permettre de relier l'ensemble, et on va avoir les champs, les bois, les prés éventuellement. Donc tout ça, en fait, c'est dans ce grand territoire que les hommes au Moyen-Âge vont en fait coexister, vont pouvoir vivre ensemble. Et on appelle ça une seigneurie. Bon, écoutez, j'espère que c'est compris, que vous avez compris comment s'organise un petit peu le territoire dans lequel vivent les hommes au Moyen-Âge. Petite précision que j'ajoute quand même, imaginez que dans un pays, en fait, comme ça pouvait être la France au Moyen-Âge, des seigneuries, on en trouve plein. La France était découpée en petites seigneuries, en seigneuries de différentes tailles, seigneuries qui peuvent être donc, effectivement de tailles différentes, qui peuvent être petites comme extrêmement grandes, et qui peuvent être séparées les unes des autres, elles ne sont pas forcément toutes entièrement rattachées. Et petite précision aussi encore sur des seigneuries en existent. Bien entendu, des seigneuries qui appartiennent à un seigneur classique, c'est-à-dire qui vit dans son château, mais il peut aussi y avoir ce qu'on appelle au Moyen-Âge des seigneuries ecclésiastiques, c'est-à-dire des sortes de seigneuries religieuses qui vont appartenir non pas à un seigneur qui vit dans son château, mais qui peuvent appartenir à un groupe de personnes, qui peuvent appartenir à un monastère en fait. Vous vous souvenez, ces religieux qui vivent cloîtrés sans sortir de leur enceinte, de leur église, ils vont vivre ensemble, mais ils peuvent quand même avoir une seigneurie, c'est-à-dire avoir des villages qui vont dépendre d'eux. Donc c'est les deux types de seigneuries qui vont exister au Moyen-Âge. Donc j'espère que ce grand territoire dans lequel pouvaient vivre les hommes au Moyen-Âge, ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent, qu'on appelle une seigneurie, j'espère que c'est assez clair et assez bien compris pour vous. Je trouve que ce schéma peut permettre de résumer un petit peu ce que pourrait être une seigneurie, en précisant bien sûr qu'il n'y a pas forcément qu'un seul village ou que deux, il peut en avoir 5, 6, 10, il peut en avoir vraiment plusieurs. Allez, voilà, j'espère que c'est bien compris. Copiez bien tout ce tableau, soulignez bien ce qui a soigné en rouge, envoyez-le-moi par mail via le NT et on se retrouve bientôt. Travaillez bien, bon courage, à bientôt.